Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Nutrition Sport Health. Aujourd'hui, je suis accompagné de Nicolas Da Silva, diététicien nutritionniste spécialisé dans la prise en charge des troubles du comportement alimentaire. Bonjour, Bonjour, bonjour Arthur, bonjour à tout le monde. déjà je voulais te remercier pour le temps que tu m'accordes pour ce podcast. Donc dans un premier temps, est-ce que tu peux un peu présenter ton parcours de professionnel de santé? Yes. Alors, moi j'ai fait un parcours somme toute assez classique, c'est-à-dire que j'ai passé mon diététicien nutritionniste à Paris, donc qui est, j'appelle un des deux seuls diplômes d'État qui assure officiellement la capacité à prendre en charge l'alimentation des gens, hein. Il n'y a que deux diplômes officiels qui le permettent, c'est diététicien nutritionniste ou médecin nutritionniste. Donc voilà, j'ai passé ce diplôme de diététicien nutritionniste et après par la suite, j'ai fait plusieurs spécialisations permet en charge des troubles des conduites alimentaires, c'est-à-dire des charges, enfin, des diplômes autour des TCC comportementales et cognitives, et plusieurs autres formations autour de l'ACT, qui est une TCC particulière qui s'appelle les thérapies d'acceptation d'engagement. Et je suis toujours actuellement en formation continue pour continuer, comme tous les professionnels de santé, à se mettre à jour et se spécialiser. Voilà. Ça marche. Donc du coup, on va commencer tout de suite le sujet du podcast qui s'oriente sur la prise en charge des troubles du comportement alimentaire. Dans un premier temps, est-ce que tu peux rappeler à l'audience ce qu'est les troubles du comportement alimentaire et les plus communs? Alors, dans les troubles des conduites alimentaires les plus communs, on va retrouver l'anorexie mentale, euh, avec deux formes principales d'anorexie mentale. L'anorexie mentale pure, qui va être en gros, hein, une restriction alimentaire importante avec un IMC bas. D'ailleurs, la mise en danger de la vie. euh, et une perte de poids, une perturbation de l'estime de soi, etc., notamment une estime de soi extrêmement tributaire du contrôle du corps. Donc on a cette anorexie typée pure. Après, on a l'anorexie typée crise de boulimie. C'est-à-dire que c'est une autre forme d'anorexie où cette fois on va retrouver des crises de boulimie. Les crises de boulimie, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un TCA à part entière qui s'appelle donc la boulimie, qui représente, qui est très présent dans une majorité de cas chez les femmes, qui se caractérise par la survenue récurrente de crises, c'est-à-dire l'absorption massive de nourriture en un temps limité. On parle quand même de entre 3 et 11 000 calories, avec des comportements compensatoires. Dans la boulimie, il y a comportements compensatoires. Alors ça peut être les vomissements, le laxatif, le jeûne, l'activité physique à l'excès, etc. Euh, donc ça va être les deux principaux TCA. Après, on va retrouver les hyperphagies, donc l'hyperphagie boulimique et l'hyperphagie prandiale. Il y a une petite nuance entre les deux, hein. Je ne pense pas que ça soit extrêmement important de reconnaître ça dans le podcast actuellement. Mais voilà, même dans l'hyperphagie, on va avoir quelques petites nuances, mais à bien comprendre que lorsqu'on parle d'hyperphagie, c'est-à-dire qu'il va y avoir les crises de boulimie, en fait, mais que ce soit dans l'hyperphagie prandiale ou boulimique, il y a les crises de boulimie, mais sans compensation derrière. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de vomissement, il n'y a pas de jeûne, il n'y a pas de laxatif, etc., etc. Ça, c'est les principaux TCA qu'on va trouver. Au milieu de tout ça, il y a aussi l'orthorexie. Donc, en gros, la grande obsession pour la qualité de ce qu'on mange. Et après, il peut y avoir plein d'autres TCA comme le syndrome d'Adonis, le syndrome de Pica, etc. Mais ceux-là sont un peu plus rares. Les principaux qu'on voit dans le métier, c'est l'anorexie, donc pure ou avec crise de boulimie, la boulimie et l'hyperphagie boulimique, l'hyperphagie prandiale. Voilà, et l'orthorexie. Mmh. Du coup, je voulais voir avec toi comment en fait tu prends en charge toi personnellement des patients qui viennent te voir et qui sont atteints de ce genre de troubles. Est-ce qu'il y a une démarche particulière qui prévaut pour ce genre de patients? Déjà, les prises en charge vont dépendre de quel type de TCA on parle, mais à savoir que dans n'importe quel type de TCA, un diététicien, même spécialisé, ne peut jamais agir seul. Euh, euh, la, la prise en charge des conduites alimentaires sont toujours pluridisciplinaires, c'est-à-dire qu'il y a un diététicien spécialisé, mais il va falloir aussi un ou une psychologue spécialisée, et dans le meilleur des mondes, quand on arrive à en trouver, un ou une psychiatre aussi spécialisé dans le sujet des troubles des conduites alimentaires. Après, quel type de prise en charge? Encore une fois, ça va dépendre
du TCA et de son avancement. Rien que par exemple pour l'anorexie mentale, on ne va pas la prendre en charge pareil si le patient a déjà un IMC qui commence à revenir vers la norme d'un patient qui sort d'hospitalisation, donc c'est-à-dire le moment où il y a le plus haut risque suicidaire et où là la priorité va être de remettre, de réaxer d'abord sur la renutrition. Euh, Si on devait essayer de résumer les prises en charge des troubles des conduites alimentaires en un mot, on pourrait dire que le rôle du diététicien est de faire le lien entre la tête et l'assiette. Donc, ça va être d'aller travailler sur, notamment quand on a des approches TCC, la façon dont le patient va interpréter à cause du trouble les situations présentes dans sa vie, de comprendre et d'interpréter les pensées qui vont survenir autour de ces situations qui vont se présenter, en fait, l'interprétation que le patient va pouvoir faire de la situation, sachant que les émotions vont découler des pensées, en fait, vont découler de l'interprétation. Et donc, si on commence à travailler sur les pensées, par exemple, ben, on va in fine travailler sur les émotions et travailler sur les comportements en lien avec l'interprétation que le patient fait de la situation et les émotions qui vont s'en dégager. Après, par exemple, si on parle de l'anorexie mentale, très souvent, la thérapie de référence va être ce qu'on va appeler une thérapie familiale qui vont là donc être menés par le ou la psychiatre, le ou la psychologue, et avec intervention du ou de la diététicienne. Ça aussi, ça va dépendre de est-ce que le patient est en institution ou est-ce que le patient est en prise en charge de ville. Euh, mais voilà, ce qu'on pourrait essayer de comprendre, si on devait essayer de résumer ta question, enfin de résumer la réponse à ta question en un mot, on pourrait dire le rôle du diététicien, c'est de faire le lien entre la tête et l'assiette et de faire en sorte que le statut du patient, en tout cas dans un premier temps, que le statut nutritionnel du patient redevienne cohérent avec la vie. D'accord. Et précédemment, donc moi j'ai tourné un podcast avec une diététicienne, donc Madame Glory, Mhm. sur l'entretien motivationnel. Est-ce que c'est quelque chose que toi tu utilises dans ta pratique de diététicien pour la prise en charge des troubles du comportement alimentaire? C'est un outil qui peut être utilisé. L'entretien motivationnel peut être un outil qui va être utilisé. Moi, je suis plutôt filière acte. Je suis plutôt filière acte. Donc, on pourrait dire que rien que les premiers entretiens avec le patient vont ressembler à de l'entretien motivationnel. Ça va pas être exactement la même chose, ça va pas être exactement les mêmes tests, mais on va pouvoir notamment redéfinir les intentions du patient. En gros, notamment en acte, on essaie de voir. Alors, je préviens, je le vulgarise à mort, hein, donc, s'il y a un formateur en acte quelque part par là, c'est normal s'il se met à avoir des boutons. Euh, on pourrait essayer. En gros, en acte, notamment dans les premières consultations, on va essayer de voir la chose suivante. En fait, en gros, quelles sont les valeurs du patient qui sont en tension? C'est-à-dire, par exemple, on va pouvoir interroger le patient sur, en fait, qu'est-ce qui lui paraîtrait compatible avec la vie pour avoir une belle relation avec la nourriture et avec le corps? Comment est-ce qu'il s'imagine pour avoir, comment il imagine sa vie avec une belle relation et le corps? Bah, il va y avoir des valeurs qui vont se dégager de ça, notamment des qualités relationnelles. Je sais pas, je vais dire des mots au hasard, hein. L'apaisement, la liberté, la confiance, l'écoute, le respect. Donc respect, par exemple, ça peut vouloir dire respect des besoins physiologiques, respect des besoins émotionnels, respect des besoins sociaux, etc., etc. Et ça, bah, dans la situation présente avec le trouble, ces valeurs-là sont en tension. Le trouble ne permet pas de cultiver ces valeurs-là. Donc on va aller regarder où se situe le gap, quelles sont les intentions du patient, quelles sont ses possibilités d'action pour lui, qu'est-ce qui lui paraît réalisable, qu'est-ce qui lui paraît pas réalisable. Donc, on pourrait dire que c'est un cousin de l'entretien motivationnel. En tout cas, c'est une façon de faire de l'entretien motivationnel, même si ça s'appelle pas directement comme ça en acte. D'accord, donc ça reste quand même une prise en charge, on va dire, similaire à l'entretien motivationnel que tu pratiques toi avec tes patients Au souffrant moins sur les de premières ce trouble. consultations, oui, on pourrait dire ça, oui. Oui, en tout cas, c'est similaire. On pourrait dire la chose suivante, on pourrait dire, on inspecte avec le patient les enjeux qu'il a et comment est-ce qu'il a envie de répondre à ces enjeux. On pourrait dire que c'est un cousin de l'entretien motivationnel. Et je voulais aborder avec toi le fait que, donc, dans le cursus de diététique, au final, on est très peu formé aux troubles du comportement alimentaire. Déjà, qu'est-ce que tu en penses, toi, personnellement? Et aussi le fait que, donc, moi, j'ai fait mon travail de fin d'études sur les troubles du comportement alimentaire. Donc, moi, j'ai été un petit peu sensibilisé à ça. Et j'ai toujours été un peu étonné par la prévalence, notamment de l'anorexie. Il me semble, c'est un homme pour 10 femmes. Ouais. Et dans mes recherches, moi, ce qui m'avait interpellé, c'était le fait qu'au final, quand on regardait les questionnaires de diagnostic,
Par exemple, il y avait le HIIT, il me semble. Ouais. Au final, beaucoup de questions sont, spécifiques aux femmes et donc Oui, est-ce que, il y aurait pas un sous-diagnostic, en fait, des troubles du comportement alimentaire, notamment l'anorexie, chez les hommes? Parce que les hommes et les femmes ont des, préoccupations, différentes, de leur corps, par exemple. ouais. Donc voilà, c'était un peu ma réflexion que d'ailleurs, je l'avais déjà abordé une fois quand j'avais été à un séminaire, où il y avait une présentation sur les TCA. Mais voilà, je voulais un peu avoir ton avis là-dessus. Ouais. Alors, déjà pour la première partie de ta question qui était la prévention et comment dire le cursus diététique autour des TCA, moi je trouve que c'est scandaleux. En fait, je trouve que notre diplôme est scandaleux. Ah, c'est bien, tu es Personnellement, honnête. alors ouais, autant être honnête, hein, je trouve que c'est scandaleux. Euh, pour moi, je comprends déjà pas pourquoi notre diplôme n'est pas un bac+5 comme toutes les professions paramédicales. Je le rappelle, hein, pour ceux qui, par exemple, n'auraient pas passé le BTS et qui ne savent pas comment ça se passe, on est sur le BTS le plus dur de France avec l'optique. C'est-à-dire qu'il y a 20% de réussite en moyenne, dans mon souvenir, il y a 20% de réussite à l'échelle nationale. Et en gros, ce qu'on nous apprend, c'est à apprendre par cœur des annuaires téléphoniques par cœur. En gros, hein, c'est l'équivalent. Hein, on prend les gros annuaires passe jaune, bah, on nous demande d'apprendre ça par an par cœur. Et de savoir le ressortir au hasard le plus vite possible dans des épreuves qui sont faites de façon à qu'on puisse, pour certaines, même pas les finir. Euh, et là-dedans, bah alors c'est très bien, on apprend plein de bases, hein, mais pour moi, je comprends déjà pas pourquoi on ne fait pas comme pour les autres professions paramédicales, c'est-à-dire une licence avec une spécialisation en master. Parce que la diététique, c'est un champ qui est extrêmement large. On peut faire de la nutrition du sportif, on peut faire de la nutrition pédiatrique, on peut faire de la spécialité en oncologie, en néphrologie, en pathologie digestive, comment dire, en gériatrie, en troubles de l'oralité. On peut se spécialiser dans les régimes alimentaires particuliers, comme le végétarisme, le véganisme. On peut se spécialiser dans les troubles des conduites alimentaires. Et qu'on sorte de ce BTS-là sans avoir appris tout ça, j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à comprendre comment on peut faire des pros cohérents. Pour moi, le BTS diététique est un diplôme qui n'est pas pris au sérieux, dans le sens où c'est un peu comme le permis de conduire. Ce diplôme-là. C'est en fait, on sort de là, on ne sait pas travailler. Alors, je veux bien quand c'est pour avoir le permis de conduire, d'accord, mais bon, là, on parle quand même d'être un professionnel de santé. C'était pas censé être comme le permis de conduire, quoi. C'est censé être un truc qui nous spécialise et qui nous rend compétents auprès des patients. J'ai l'impression que ce diplôme a été pensé comme comment on fait pour rendre les professionnels des bons assistants de cuisine pour gérer des menus, plus que comme on en fait des vrais professionnels de santé. Encore une fois, après, dans ces 2 ans-là, bien évidemment qu'on ne peut pas voir la prévention des TCA. Je veux dire, on a déjà du mal à être compétent sur quelque chose qu'on apprend à ce diplôme-là, tellement ça passe vite, tellement il faut l'apprendre vite, tellement il faut le régurgiter par cœur. Bien évidemment qu'il n'y a pas le temps de voir les troubles des conduites alimentaires, mais qu'il n'y ait même pas une prévention un jour. Je veux dire, on devrait au moins pouvoir en faire une prévention un jour, quoi. Si on n'a pas décidé de faire des études particulières dessus, de faire comme toi, par exemple, des recherches de fin d'année, etc., etc., on n'a rien dessus, on n'a littéralement rien. Donc, effectivement, le diplôme, pour moi, enfin, voilà, pour être honnête, pour moi, il est scandaleux. Il faudrait le réformer à mort et qu'on fasse, par exemple, comme au Canada, c'est-à-dire un bac+5. Ouais, bah, ça, c'est le Canada a beaucoup de qualités parfois, Bah ouais, et notamment notamment dans là-dessus. la prise, enfin, tout ce qui est, métier de la santé et je te rejoins totalement, moi, je ne comprends pas pourquoi, ce n'est pas un master, en fait, de base Ah oui? et donc moi, je l'ai fait en Belgique, donc c'est déjà 3 ans. Là, ils veulent passer en 4 ans. J'ai appris qu'en France, ils veulent le passer en 3 ans aussi, il me Alors, ils veulent le semble. passer en 3 ans, mais sans modification du programme. Enfin, en gros, c'est-à-dire, je donne que mon appréciation personnelle, hein. Oui, pas de On souci. enlève les trucs qui étaient vraiment intéressants dans le programme, c'est-à-dire ce qu'on poussait vraiment et qui était intéressant en physiopathologie, on l'enlève. Et on met d'autres trucs sur lesquels un diététicien aura très peu d'impact, à moins que ça soit un plus dans la spécialisation, genre le microbiote par exemple. Moi, avant d'être diététicien, j'étais laborantin, hein, je faisais de la microbiologie, hein, donc Intéressant. c'est une figure d'autorité, mais je peux en parler un petit peu. Un diététicien, le microbiote, à moins qu'il soit spécialisé dans les troubles digestifs, il va pas pouvoir y faire grand-chose, hein. Un petit mot sur le microbiote, du coup, vu que tu me tends la perche, au final, même les médecins, il y a peu de médecins qui peuvent vraiment, prendre en compte le microbiote intestinal, chez les patients, au final. Mais bien sûr que C'est non, en fait, il faut des c'est spécialités. absolument pas encore, mais même un spécialiste, c'est absolument pas encore fiable. Les recherches sont pas Bien assez sûr. poussées pour savoir ce que c'est un microbiote sain, pour savoir comment,
prendre en compte aussi les résultats des analyses qu'on fait. Les analyses, en plus, sont pas encore très fiables parce que souvent, on fait des analyses par exemple sur les selles, mais on Ouais, sait bien que le microbiote sur les selles est pas le même que le microbiote dans l'intestin, par exemple. bien Donc sûr. il y a tout un tas de biais et donc même des spécialistes, au final, est-ce qu'ils vont vraiment pouvoir aider, actuellement leurs patients avec une analyse de leur microbiote? Je suis pas sûr. Je pense pas qu'on puisse aider avec une analyse de microbiote. En revanche, il y a deux, trois trucs qui peuvent quand même être intéressants à aller travailler. Et pour ça, ça nécessite du. Je vous donne un exemple, avant qu'on puisse retourner sur les diagnostics des TCA. Moi, je fais aussi un petit peu de prise en charge des pathologies digestives. D'accord? J'ai une patiente, là, il y a 2, 3 semaines, qui vient avec, en gros, tous les symptômes d'une intolérance au FODMAP, d'un syndrome de l'intestin irritable. Donc, on va commencer les protocoles parce qu'elle a fait toutes les analyses en avant avec une gastro-entérologue pour être sûr qu'il n'y a pas d'autres pathologies comme un Crohn ou une RCH ou un truc comme ça. Et donc, elle vient en consultation, on commence à travailler, etc., pour mettre en place les protocoles. Et à un moment vient la proposition de mettre en place des probiotiques dans la phase 1, qui est la phase d'éviction des FODMAP. Et elle me dit, ah non, non, surtout pas les probiotiques, surtout pas les probiotiques, ça me fait encore plus mal au ventre. Ah bon, d'accord, pourquoi? Bah parce que ma gastro-entérologue, qui n'était pas spécialisée dans le syndrome de l'intestin irritable, dans les troubles de l'intestin irritable, lui avait donné des probiotiques qui lui avaient fait encore plus mal au ventre. Ok, d'accord, je vais aller regarder la composition du probiotique qu'elle lui a donné. Ouais, c'est pas étonnant, ouais. Le deuxième, dans les excipients, en fait, le deuxième élément présent, c'est fructo-oligosaccharides. C'est-à-dire un FODMAP, hein, pour ceux qui ne connaissent pas. C'est-à-dire, en fait, le principal excipient, c'était un FODMAP. Donc, évidemment que le patient était plié en deux. Pourquoi je dis des spécialistes? Parce que bah, au moins pour ce genre d'erreur toute bête, quand on doit essayer de proposer des probiotiques après antibiothérapie ou dans le cadre d'un syndrome de l'intestin irritable, bah, au moins ça évite de faire quand même deux, trois bêtises sur les quelque chose qu'on connaît déjà. Et un diététicien tout seul, bah, par exemple, il va falloir qu'il pousse sur les pathologies. Enfin, j'aurais juste eu par exemple des cours en plus sur le microbiote sans avoir eu des formations en plus sur le syndrome de l'intestin irritable, je serais passé à côté moi aussi. Donc, il nous faudrait des spécialisations dessus. Et puis, comme tu dis, en fait, l'état des recherches, il n'est pas du tout assez développé pour qu'on puisse vraiment tirer des conclusions sur la majorité des trucs qu'on fait. Euh, Bah, d'ailleurs pour pour, revenir. ah Oui, vas-y, je t'écoute, bah, Arthur. j'allais faire un petit aparté d'ailleurs, même pour les pré probiotiques actuellement, on n'est pas assez avancé pour savoir, quel mélange de probiotiques est intéressant pour telle, pathologie. D'ailleurs pour ceux que ça intéresse, je vous invite à lire les articles, du professeur, Kevin Wallen, de King's College London, qui est spécialisé dans justement, la prise en charge des pathologies inflammatoires de l'intestin. Donc voilà, s pour ceux que ça intéresse, vous pouvez aller, consulter ses recherches, sur les probiotiques, les fibres et cetera. Voilà. Ok. Revenons au diagnostic. Ok. Alors, pour le diagnostic, pour les anorexies pures, j'ai bien dit pures, je ne sais pas s'il y a un sous-diag, parce que l'anorexie pure a un IMC bas. Donc, au bout d'un moment, quand le patient il a un AMC 14,5, qu'il soit un homme ou une femme, en fait, ça va être difficile de passer à côté. En revanche, dans les formes d'anorexie, il y en a plusieurs, notamment l'anorexie atypique, c'est-à-dire que l'anorexie atypique, si en fait on a tout le tableau clinique de l'anorexie mentale, sauf l'IMC. Et ça m'étonne. En fait, peu importe le TCA, ça m'étonnerait pas vraiment qu'il y ait du sous-diagnostic chez les hommes. Moi, rien que quand j'ai des hommes qui sont en consultation, l'errance médicale, elle est encore plus longue. Et rien que la verbalisation ou la légitimisation du fait que c'est un trouble, c'est pas de leur faute, c'est une maladie, est extrêmement dure. Après, ça m'étonnerait quand pas qu'il y ait une unité de femme, dans le sens où quand on voit les facteurs de risque comme l'objectivation du corps de la femme, comme tous ces facteurs sociétaux-là ont tendance à augmenter la prévalence des troubles des conduites alimentaires chez les femmes, ça m'étonnerait pas qu'il y ait une majorité de femmes. Mais, vu la société dans laquelle on évolue, que demain on fasse de plus en plus d'hommes avec des TCA, ça m'étonnerait pas que ça monte. C'est-à-dire qu'avant, on avait, bon, il y avait enfin, il y avait plein, plein, plein de défauts hein, dans la façon dont l'homme vivait en société. Mais un des trucs sur lesquels on lui foutait un petit peu plus la paix, c'était au moins son rapport au corps. Et au moins son devoir de contrôle du poids, son devoir du contrôle de la silhouette, etc. Et ça augmente. Donc, vu que ça augmente et qu'on sait que c'est un facteur de risque des troubles des conduites alimentaires,
tout TCA confondu, sauf le syndrome de Pica, bah, ça m'étonnerait pas que ça monte. Parce que vu qu'on voit que ça, cette pression monte au niveau masculin, ça m'étonnerait pas que ça monte. Déjà qu'il y a du sous-diagnostic, il y en a, je pense, énormément autour de l'hyperphagie. C'est-à-dire qu'on va considérer qu'un homme gros, c'est un homme gros. Or, on sait que dans l'obésité, par exemple, dans l'obésité, il y a une surreprésentation de l'hyperphagie boulimique ou de l'hyperphagie prandiale. Et que ça va avoir tendance à être sous-diagnostiqué chez l'homme. Euh, ouais, ça m'étonnerait pas qu'on en fasse de plus en plus. En tout cas, déjà que ça soit sous-diagnostiqué, encore une fois, pour l'anorexie pure, je sais pas trop, dans le sens où, encore une fois, quand le patient a un IMC 14,5, bah, il a un IMC 14,5. Oui, bien sûr. C'est quand même assez facile de le voir. Et ça va être compliqué de passer à côté. Mais pour toutes les anorexies atypiques ou pour la boulimie, par exemple, parce que la boulimie, on peut avoir un IMC totalement dans les clous, hein. On peut avoir un Ouais, avec patient les avec un IMC méthodes 21. de compensation. euh, et puis en plus, même s'il y a beaucoup de vomissements, il suffit que la réserve alcaline fasse son taf et qu'il n'y ait pas de désordre au niveau électrolytique, qu'on va même pas le voir sur les bilans biologiques, qu'il y a de la boulimie. Et on peut passer à côté. Ouais, ça m'étonnerait pas qu'il y ait beaucoup de boulimie, beaucoup d'hyperphagie boulimique et beaucoup d'hyperphagie prandiale qui soient sous-diagnostiquées chez les hommes et que plus le temps passe, plus on va se mettre à en avoir chez les hommes qui vont être sous-diagnostiqués. T'en penses Bah, quoi, écoute, toi? Est-ce que j'ai bien répondu à ta question? Et toi, quel est ton avis? bah donc, comme je t'ai dit, moi, mon avis, c'est que j'avais été très étonné du questionnaire en fait de diagnostic Ouais. de ces troubles du comportement alimentaire parce que, comme je l'ai dit, en fait, il y avait des questions qui sont totalement tournées pour les femmes. Genre, par exemple, des questions, est-ce que vous avez des troubles de la menstruation? Bah, effectivement, chez l'homme, cette question marche pas, mais comme c'est un questionnaire avec où à la fin, il y a un nombre de points à calculer, c'est un petit peu biaisé. Aussi le fait, comme je t'ai dit, que les hommes et les femmes ont des préoccupations différentes, pour leur corps. Donc effectivement, la femme est beaucoup, objectivée sur son corps, mais de mon point de vue, j'ai l'impression que dans notre société, les hommes aussi ont un peu ce problème-là, notamment via, tout ce qui est, réseaux sociaux, pubs, où on met en avant, justement des corps d'hommes très musclés, mais très minces, enfin, je veux dire très secs, dans le jargon un peu, Ah bah, et donc voilà, il y a là où notamment, en fait, les diagnostics médicaux sont un peu à la traîne, mais c'est un peu toujours comme ça avec la science. Pour faire sérieux, ça a toujours un train de retard sur l'actualité parce que bah, faut le temps d'analyser les datas, faut le temps de faire des tests qui soient cohérents, etc. C'est que de par nos mouvances actuelles, il y a beaucoup de TCA qui sont encore mal connus, où on est encore mal formé, bah, genre la bigorexie ou le syndrome d'Adonis, par exemple, qui sont deux TCA c'est pas exactement les mêmes, hein, mais on pourrait dire en gros qui ont soit un rapport avec l'addiction au sport, soit un rapport avec l'addiction au culte du corps. Et ça, on sait que ça va être aussi représenté chez les hommes. Après, pour le diagnostic, normalement, certes, les tests comme, alors on a le HIT, hein, mais on n'a pas que le HIT. Le tout premier, c'est le SCOFF. Après, on a le HIT, on a le BITE, on a le DI, et ouais, il y on en a a le, plusieurs, ouais. le BQ aussi, dans mon souvenir. C'est-à-dire que normalement, il y a l'outil et après, il y a le professionnel. C'est-à-dire que c'est comme avec tous les outils. C'est-à-dire que bah, euh, normalement, il Ouais, y a le aucun outil professionnel n'est derrière pour parfait. contrôler. Aucun outil n'est parfait, bah, comme l'IMC, quoi. C'est-à-dire que oui, l'IMC dit des trucs. Après, normalement, il y a le Bah, professionnel l'IMC, derrière qui est c'est là pour aussi un problème, interpréter. hein. C'est ça. Et normalement, L'IMC, c'est après, il y un a le problème. professionnel qui est censé être correctement formé et suffisamment comprendre son outil pour savoir s'en servir et l'interpréter. C'est vrai qu'on a d'un côté le problème, mais de l'autre, la réalité qui est que bah, on a besoin de questions spécifiques aux femmes, vu que ce sont des troubles qui sont majoritairement présents chez les femmes. Mais normalement, les professionnels sont censés croiser Bah, les tests et j'espère. croiser les tableaux cliniques pour réussir à diagnostiquer une hyperphagie ou une boulimie ou une anorexie ou un syndrome d'Adonis, par exemple, chez un homme. Mais oui, je suis d'accord, on devrait avoir des tests. Par exemple, si je dois te rejoindre sur un truc, un des trucs qui m'embête, moi, avec les tests, c'est quand ils sont accordés au féminin. Oui, bah, voilà, il y a une sorte de C'est-à-dire comment dire? que même sur les trucs autodiagnostiques, c'est-à-dire que par exemple, l'association Autrement, par exemple, propose des autodiagnostics pour les patients, au moins s'ils s'interrogent un petit peu, qu'ils puissent librement aller sur Internet, sur leur site, pour s'autodiagnostiquer. Moi, je suis un homme, j'ai déjà du mal à reconnaître le fait que je puisse avoir un problème et que c'est pas qu'un problème de volonté. J'ai déjà du mal à me légitimer. Et en plus, quand je vais sur le test, il y a tout qui est écrit en rose et qui est accordé au féminin. Je sais pas si je me sens bien légitime à rester là-dessus. Bah, c'est sûr, bah, moi, dans mon souvenir, par exemple, il y avait des questions comme, est-ce que vous vous trouvez, grosse? Par exemple, enfin, en gros, sur l'image du corps. Mais comme j'ai dit, les problématiques sont différentes chez les hommes. Donc cette question, ça devrait être: est-ce que vous trouvez, par exemple,
pas assez musclé ou pas assez viril ou pas assez ou aussi peut-être trop gros, mais en tout cas, quand on voit que dans les publicités, même, ben, peut-être plus forcément à la télé vu que les jeunes regardent plus la télé, mais sur les pubs, entre guillemets, «destinés aux hommes», c'est toujours, des hommes, tu vois, très forts, très secs, et c'est un peu partout dans notre société. C'est ancré, enfin, on est ancré dans toute cette culture, justement, de de l'esthétisme, même chez les hommes, je trouve. Après, le truc, c'est qu'il faut bien comprendre un truc aussi avec les TCA, c'est qu'ils se répondent tous les uns les autres. Euh, c'est là pour ça où je dis que ouais, il y a les tests, mais après, normalement, on est censé avoir autant pour faire des stats, ça peut être relou, mais après, d'un point de vue clinicien pur, donc c'est la façon dont on va traiter, normalement, il y a le professionnel derrière qui est là pour comprendre les liens de cause à effet. C'est-à-dire que bah, on a rarement un TCA tout seul. Déjà, le TCA, très souvent, il est amené à une autre psychopathologie à côté. Et après, même dans les TCA, souvent, ils se répondent les uns les autres. C'est-à-dire que par exemple, dans le syndrome d'Adonis ou dans la bigorexie, bah, la bigorexie peut amener à des accès boulimiques ou peut amener à des accès hyperphagiques. Si on s'intéresse juste à l'hyperphagie toute seule, c'est sûr qu'on va pouvoir passer à côté de choses. Est-ce que vous vous sentez gros? Bah, non, moi je me sens pas gros, moi j'ai envie d'être plus musclé. Oui, effectivement. Sauf que normalement, le professionnel est censé avoir, via l'entretien avec le patient, compris qu'il y a des problématiques ailleurs et creuser un tableau clinique plutôt centré, par exemple, autour de la bigorexie. Même si on sait que la bigorexie va pouvoir créer un simili d'hyperphagie par exemple, ou un simili de boulimie. Même si effectivement, là, ça va pas être juste le est-ce que vous êtes trop gros, mais ça va être un problème de musculature et de sèche, par exemple. On est censé croiser les tableaux cliniques les uns les autres. C'est pour ça que les TCA, moi par exemple, je fais partie de ceux qui pensent que la boulimie tout seul ne devrait même pas être prise en compte. Pour moi, alors, c'est qu'un avis C'est-à-dire? personnel, hein, mais pour moi, on ne devrait pas avoir le rayon boulimie dans le DSM-5 tout seul. Parce que la boulimie seule n'existe pas. La boulimie seule, elle est soit rattachée à une anorexie, anorexie pure ou anorexie atypique, donc c'est-à-dire même sans un IMC bas, mais avec tout le tableau clinique de l'anorexie, c'est-à-dire la préoccupation excessive et l'estime de soi hyper reliée au contrôle du corps et à la capacité à maigrir. Euh, où elle va aller dans un diagnostic plutôt hyperphagique, dans un tableau clinique plutôt hyperphagique. Mais la boulimie seule, sans un autre TCA à côté, sans un tableau clinique complet à côté, n'existe pas. Elle est soit reliée à un syndrome d'Adonis, soit reliée à une bigorexie, soit reliée à une anorexie, soit reliée à une orthorexie. On peut la retrouver reliée à l'orthorexie aussi, soit reliée à une hyperphagie. Mais elle n'est pas là toute seule. En Ça fait, et ce qu'on voit quand on s'intéresse vraiment au domaine des TCA, c'est qu'il n'y en a quasiment aucun qui est tout seul. Par exemple, c'est l'anorexie va intéressant ce pouvoir que être tu dis. reliée à des troubles anxieux. Donc, on ne peut pas creuser que dans l'anorexie. Il faut que le psychologue à côté puisse aller nous informer du trouble anxieux, par exemple. Etc., etc., etc. Et même juste ça s'en prend les outils, elles sont toujours des liens les unes avec les autres. C'est une des limites des tests et du besoin d'avoir des professionnels formés et expérimentés là-dedans. C'est qu'effectivement, un homme tu peux avoir des désordres alimentaires, mais si on fait juste le test de l'hyperphagie toute seule, par exemple, si on fait juste le test HIT, ben on va passer à côté. Effectivement. Ce qui est marrant, c'est que j'avais eu la même réflexion que toi, pour, le DSM-5, donc le manuel de diagnostic et statistique des comportements, psychiatriques. Mais moi, je l'avais eu pour l'hyperphagie, justement. Parce que dans le 4, il y a pas le diagnostic de l'hyperphagie, il y avait que anorexie et boulimie. Et c'est dans le 5 qu'ils ont rajouté justement l'hyperphagie. Mais moi, je trouvais plutôt que, ouais, l'anorexie et boulimie, c'était 2 entités bien séparées, mais que justement l'hyperphagie souvent était quand même, rattachée à l'un ou l'autre. Donc moi, j'avais eu plutôt le sentiment inverse. Mais, si toi tu estimes que c'est plutôt le cas pour la boulimie, il y a pas de souci, hein. Mais c'était marrant que du coup, on ait eu les mêmes réflexions à des moments différents, mais Ouais. sur, d'autres, Bah, en fait, rien qu'au niveau du tableau clinique, en fait, rien qu'au niveau de la psyché du patient, généralement, l'hyperphagie, elle est très différente. Enfin, en fait, il y a un point commun quasi à tous les TCA, c'est l'estime de soi extrêmement reliée à l'apparence. Mais ça, c'est dans tous les TCA. En tout cas, dans le syndrome de Denis, la bigorexie, l'hyperphagie boulimique, l'hyperphagie prandiale, la boulimie, l'anorexie pure, l'anorexie boulimique, l'anorexie atypique, la préoccupation extrêmement importante est l'estime de soi ou la sécurité relationnelle dépendante de l'image corporelle. Mais après, on va dire sur les traits de personnalité du patient, c'est là où personnellement je vois beaucoup de différences. Que par exemple, on va retrouver, si on prend les Big Five, par exemple, on va retrouver les traits de personnalité impulsifs et conduite à risque.
plutôt autour des TCA typés hyperphagie. Là où on va retrouver la rigidité cognitive, le besoin de routine, le repli sur soi, le manque d'ouverture d'esprit, plutôt vers l'anorexie. Et on va moins retrouver de traits de personnalité impulsifs. En revanche, on va retrouver beaucoup plus de traits de personnalité de rigidité. Euh, Encore une fois, la rigidité, on va retrouver aussi dans les TCA d'hyperphagie. Mais disons que sur les types de personnalité des patients, on voit des nuances quand même. Mais je trouve qu'on voit des nuances. Après, ça peut se débattre à l'infini. Et je ne reproche même pas au DSM-5, par exemple, d'avoir mis la boulimie toute seule. Parce qu'il faut bien la définir, la boulimie. La boulimie, il faut bien le définir tout seul. Donc, OK, cas à lui, très bien. Mais oui, comme tu le dis, Arthur, c'est intéressant de voir que tu as eu cette réflexion-là aussi. Parce que bah, quand on commence vraiment à se pencher au milieu, on voit bien qu'un peu tout est blanc-bonnet ou bonnet-blanc, quoi. Tout se répond, tout a des liens, tout a des liens de causalité, tout a des liens en commun. Et si on essaye d'avoir une approche bah, rigide, justement, du trouble des conduites alimentaires, on va pas pouvoir piger la problématique du patient en entier. Ah, c'est clair. Et je voulais voir avec toi, qu'est-ce que tu penses de la phrase chaque diététicien en fait a un problème de base avec son alimentation et c'est pour ça qu'il se dirige vers ce genre d'études. Euh, euh, Qu'est-ce que j'en pense? Attends, Arthur, je vais la jouer provoque, je préviens, c'est volontaire. Il va falloir que je fasse semblant que cette phrase m'intéresse. Euh... je sais pas, moi, c'est comme dire n'importe quelle personne qui fait de la musculation a un problème avec sa virilité. Enfin, D'accord. Non, c'est une question que je me suis c'est une vraiment grande posée. généralité. C'est une grande généralité. Oui, bien sûr que les personnes qui traitent des TCA, j'ai personnellement connu beaucoup de collègues qui ont qui ont vécu des TCA et qui ont eux-mêmes cherché à comprendre leurs problèmes pour après apprendre à résoudre ceux des autres. Bah, comme beaucoup de gens. Psycho, par exemple, oui, c'est vrai que c'est surreprésenté. Mais après, en fait, qu'est-ce qu'on en fait de cette phrase? Moi, par exemple, j'ai pas fait partie des personnes qui ont souffert de TCA. Ah, tant mieux, Euh, mais c'est parce que moi, du coup, Tu j'en vois? avais un peu parlé dans mon Par exemple, tu entourage. vois, j'en ai pris, mais c'est pas pour. Comment dire, en fait, cette phrase, je sais pas si elle apporte grand-chose d'intéressant, dans le sens où j'ai l'impression qu'elle présuppose que parce que quelqu'un a eu des troubles des conduites alimentaires, il va forcément se projeter chez l'autre, et donc, du coup, il sera pas à même de pouvoir l'aider à avoir un soin objectif. Bah non. Je trouve pas ça vrai. Je trouve qu'avoir vécu des troubles des conduites alimentaires aide à comprendre certaines choses. Bah, par exemple, j'ai une collègue qui est extrêmement douée, je ne citerai pas son nom au cas où, même si elle l'a déjà dit en public, mais au cas où, elle est extrêmement douée. Pour moi, ça fait partie de mes collègues les plus talentueuses en France autour des troubles des conduites alimentaires. Bah, elle en a vécu un. Et elle a, quand on a dans nos discussions, et en fait, avoir vécu ça elle-même lui donne des forces et des instincts que j'ai pas eu, que j'ai pas en fait, et qu'il m'a fallu apprendre de façon empirique à force de parler avec les patients, et qu'il a fallu que je me triture le crâne pour finir par le comprendre là où elle l'avait d'instinct. Et à l'inverse, des choses où elle avait plus de mal à avoir du recul et de l'objectivité sur certaines choses parce qu'elle se référait à sa situation, là où moi, vu que je me réfère quasiment qu'à du théorique, j'avais ce recul dès le début. Ça a des forces, ça a des faiblesses. Disons que cette phrase, est-ce qu'elle est vraie? Je la trouve pas vraie. En revanche, est-ce que ça prédomine? Oui, bien entendu. Oui, bien entendu. Bien entendu que chez les diététiciens ou les gens qui se sont spécialisés là-dedans, il y a beaucoup d'entre eux qui ont vécu des troubles des conduites alimentaires. Euh, Maintenant, qu'est-ce qu'on fait d'intéressant de cette phrase? Je sais pas bien. Ah, je ne sais pas non plus, c'est juste parce que j'avais cette réflexion en discutant avec, bah, du coup, des collègues diététiciens qui Ouais. venaient un peu de tous les horizons. Et même en vrai, moi-même, quand j'analyse mon histoire personnelle, c'est vrai que j'ai eu aussi, je pense, des troubles du comportement alimentaire à certains moments de ma vie, notamment tout ce qui est alimentation émotionnelle. Quand j'étais plus jeune, j'étais en surpoids. Donc, enfin bref, du coup, c'était un peu une réflexion que j'avais eue et un débat que Alors, j'avais eu avec des collègues. après, Arthur, comprenons bien la différence entre avoir un TCA et avoir des enjeux autour de l'alimentation. Avoir des enjeux autour de l'alimentation, celui qui te dit qu'il n'en a jamais eu, soit il est un cas à part, il fait partie de la minorité statistique, tu sais, sur la courbe de Gauss, il fait partie de la minorité statistique qui n'en a jamais eu. Oh, Tant mieux. d'accord. Pour l'extrême majorité de toute personne qui mange, il a des enjeux avec la nourriture, et ces enjeux sont devenus plus ou moins importants ou plus ou moins impactants dans sa vie à un moment. On a tous des enjeux autour de la nourriture, que ce soit l'éthique, l'écologie, la performance, l'esthétisme, la culture, la religion. On a
tous des enjeux autour de la nourriture. Manger ne fait pas que répondre à des besoins physiologiques. De toute façon, même toutes les études le prouvent. Manger fait par exemple aussi partie des stratégies de régulation émotionnelle. Et on y a, pour l'extrême majorité d'entre nous, tous recours. Alors, jusqu'à quel point? Quel impact ça a sur nous? À quel point c'est significatif? Ça dépend de chacun. En revanche, est-ce qu'on pourrait, la très grande majorité d'entre nous, spécialistes TCA, intéressés par la diététique ou non, a eu à un moment dans sa vie une prédominance de l'alimentation émotionnelle, par exemple, je pense qu'on peut parier que c'est l'extrême majorité des gens, vu que ça fait partie des stratégies de régulation. Et qu'à peu près tout le monde a vécu un truc dur à un moment dans sa vie, donc a eu recours à des stratégies d'évitement expérientielles, à des stratégies d'évitement, et est peut-être passé par la nourriture à un moment. Mais la différence entre avoir des enjeux avec la nourriture et avoir un TCA, on pourrait dire que c'est avoir des enjeux autour de la nourriture, c'est bah, avoir des priorités, avoir des problèmes, avoir des choses qui sont fluides et des choses qui sont moins fluides, mais que ça ne nous empêche pas de vivre notre vie comme on a envie de la vivre. En revanche, quand on bascule dans le TCA, c'est que nos jeux nous empêchent de vivre la vie que la vivre. C'est les 30 000 jours qu'on a grosso modo à passer ici sans savoir si on va pouvoir rejouer, eh ben, on a une façon dont on aimerait pouvoir écouler ce temps-là. Et ce temps-là, on ne peut pas l'écouler comme on le veut parce qu'un TCA nous empêche de vivre. Euh, Ouais, je vois ce que tu veux dire. et ça, tu vois, c'est encore une autre nuance, tu vois, parce que oui, moi aussi, par exemple, adolescent, tiens, tu vois, adolescent, notamment vers mes 14 ans, j'avais très souvent recours à sortir au supermarché, m'acheter un paquet de biscuits et puis en manger une bonne partie en rentrant chez moi parce que j'allais très mal en quatrième. Ouais, comme beaucoup d'ados, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Ça a c'est clair. duré 2 mois, le temps que mon acné parte et c'est parti. Je dirais pas que j'ai souffert d'un grand TCA à ce moment-là. En revanche, est-ce qu'à un moment, j'ai eu recours à une alimentation très émotionnelle? Oui, comme 75% de tous les gens. Tout comme tu vas, je sais pas comment ça se passe en Belgique, mais moi, pour avoir vécu plusieurs promos en diététique, c'est toujours des gens qui ont des enjeux avec la nourriture, hein, que ce soit la santé, l'écologie, le véganisme, le sport. Bien évidemment que si on s'y intéresse et qu'on a décidé d'aller là-dedans, c'est qu'on a des enjeux particuliers. Mais est-ce que c'est pour ça qu'on a des troubles des conduites alimentaires, qu'on a des désordres profonds? Ça, c'est encore une autre question. Il faut voir Ouais, l'impact ça, que c'est ça à a eu dans voir, la c'est à vie voir. et le temps que ça a duré. C'est T'en à penses voir, quoi de ce que je dis? effectivement. Tu as le droit de pas être d'accord, hein, je suis ouvert à Ah la non, non, critique, non. hein, mais t'en penses. Non, mais je suis d'accord avec toi, effectivement, qu'il y a, comme tu dis, il faut pas confondre troubles du comportement alimentaire avec juste des mauvaises passes ou ouais, comme tout le monde, parfois, voilà, on a des mauvais moments et on peut faire des moments où on va manger de la malbouffe ou moins faire de sport, etc. Donc, pour finir ce podcast, est-ce que tu aurais un petit mot à faire passer donc aux personnes qui souffrent de troubles du comportement alimentaire? Alors, un petit mot que j'aurais à dire, c'est... Alors déjà, il y a ceux qui souffrent de troubles des conduites alimentaires qui sont diagnostiqués ou non, et puis il y a ceux qui ne le savent pas. Ce que j'aimerais juste dire, c'est si votre rapport à l'alimentation vous fait souffrir de quelque façon que ce soit, que vous ayez déjà vu des pros qui vous ont diagnostiqué quelque chose ou non, à partir du moment où votre rapport à l'alimentation vous embête ou vous fait souffrir ou a un impact sur votre vie qui est négatif, allez consulter des pros spécialisé, vous serez toujours légitime. Les troubles alimentaires adorent dire aux patients qu'ils ne sont pas légitimes à aller voir les gens, que c'est de leur faute à eux. Mais sauf que ce sont des maladies, ce n'est pas de la faute des gens d'être malades. Vous êtes légitime à aller voir quelqu'un. À partir du moment où ça vous embête ou alors que ça vous fait souffrir, allez voir des gens, vous serez les bienvenus et vous serez légitime. Bah, écoute, on va conclure ce podcast sur ce beau message de soutien aux patients qui prennent le TCA. Je te remercie beaucoup pour ton temps et je te souhaite une bonne continuation, Nicolas. Merci beaucoup Arthur, merci beaucoup pour l'invitation. Au revoir.